J'entendais pas moins pour le retard. Sur notre réunion de ce matin, tout d'abord, sur la semaine parlementaire, donc on a un moment où on vient d'avoir encore des chiffres records du taux de chômage, on a une crise agricole sans précédent, et on va passer la semaine sur l'économie bleue, et la fin de semaine sur la déchéance de nationalité, avec en parallèle à cela un gouvernement qui est inexistant sur les fonds de crise, c'est-à-dire sur le sujet de l'emploi. On sort les débats virtuels, la semaine dernière c'était sur les 35 heures, on a les débats des 35 heures mais ne pas toucher à la durée légale, donc autrement dit on ne touche à rien. Cette semaine c'est sur la dégressivité des aides chômage, mais en même temps on renvoie sur les partenaires sociaux, et conclusion, ce débat sera encore refermé aussi vite qu'il était ouvert. On a le départ de Madame Taubira, donc là aussi on est dans le domaine des records, parce que auparavant les ministres virés ou démissionnaires attendaient 3 mois pour écrire un livre. Elle prend la précaution de s'y mettre 1 mois avant pour être sûre d'être au rendez-vous avec les libraires. Je suis pas sûr qu'elle soit au rendez-vous avec les lecteurs, on verra ensuite. Au-delà de cela, sur le texte sur la déchéance, donc qui va démarrer vendredi avec vote solennel mercredi. Je remets en perspective l'ensemble du cheminement. Nous, sur la mesure d'échéance de nationalité, c'est une mesure à laquelle très majoritairement au groupe nous sommes attachés. Nous avons présenté 2 propositions de loi dessus. Le président de la République a annoncé à la surprise générale au Congrès qu'il s'engageait sur une révision constitutionnelle. On l'avait vu 2 jours avant, il avait juste oublié de nous le dire, soit. Ensuite, le 23 décembre, il passe un texte en Conseil des ministres qui est transmis à l'Assemblée, texte du gouvernement, passage en Conseil des ministres, donc le 23 décembre. Et puis, 1 mois après, le gouvernement amende son propre texte. Ensuite, on nous sort un texte d'application, un avant-projet de texte d'application qui change sérieusement la donne, puisque entre la révision, le projet de révision constitutionnelle et le texte l'avant-projet de texte d'application, on transfère le pouvoir, la décision de l'exécutif, on la transfère au judiciaire, et par ailleurs, par la nouvelle rédaction, on réduit le champ d'application de la déchéance. Voilà où on en est à ce stade, en ne sachant pas ce qui va encore se passer cette semaine. Donc on arrêtera, on a eu un débat assez long au groupe ce matin, mais on arrêtera notre position la semaine prochaine, parce que je suis incapable de dire ce qui peut encore se passer au sein de la majorité sur des amendements qui viendraient à venir. La chose qui est certaine, c'est que le Sénat aura un rôle très, très important, et moi je fais confiance, pour avoir pris attache avec les responsables sénatoriaux de Républicains et UDI, pour revenir à une rédaction qui soit conforme à ce que nous souhaitions et au texte du 23, mais en aucun cas sur l'amendement tel qu'il a été préparé par le gouvernement. Au groupe Les Républicains à l'Assemblée, est-ce que vous sentez monter une hostilité par rapport Ce qui est certain, c'est que entre l'engagement du président de la République, le texte du 23 décembre et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas gagné en clarté, puisqu'on a un amendement qui est quand même très flou, et c'est pour ça que le Sénat le réécrira, et qu'aujourd'hui on n'en est pas au Congrès. Le Congrès, ce sera, je ne sais pas quand, puisque vous savez qu'il faut qu'il y ait lecture conforme entre les 2 chambres, et que, sous réserve, mais vous les interrogerez, de la position de nos collègues sénateurs, il est pour eux hors de question de voter un texte comme celui-là. Donc on n'est pas encore à un avis conforme. Le Sénat est contre le fait d'intégrer les délits,
Alors c'est une demande de... Non, ça, ce sera... je suis pas sûr qu'il soit... On verra. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus les binationaux en tant que tels, mais qu'on dit qu'on supprime les apatrides par de 62, la Convention de 62, encore que dans cette Convention de 62, vous avez de mémoire à l'alinéa 8 la possibilité effectivement que des gens puissent être apatrides. Enfin bon, tout ça est quand même assez compliqué. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas gagné en clarté et qu'on est, comme souvent avec François Hollande, dans un texte totalement flou. Et donc nous, aujourd'hui, il n'est pas question de prendre une position tant qu'on n'est pas allé au bout des débats pour savoir sur quoi on se prononce. Non, il est sur une position qui a toujours été... Oui, mais il est sur une position qui a toujours été la sienne. D'ailleurs, bon, il y a une vingtaine de parlementaires aussi qui avaient signé une tribune. Moi, je pense que là-dessus, c'est la sérénité et le calme des vieilles troupes, et on va regarder ce qu'on vote. Parce que, je veux dire, nous demander de prendre position pour un vote sur un texte qu'on ne connaît pas, bon, c'est un peu compliqué. Et surtout compte tenu des tensions énormes qu'il y a dans la majorité. C'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui, j'ai le sentiment, n'est peut-être pas capable de rassembler une majorité dans sa majorité. Bon, on va voir. Est-ce qu'au sein du groupe Les Républicains, ils sont selon vous de plus en plus nombreux à... Mais on attendra le texte. C'est pour ça, ce que je vous dis, c'est que ça a généré, la nouvelle rédaction a incontestablement généré du flou. Mais prendre position aujourd'hui sur un texte qu'on ne connaît pas, enfin, je veux dire, c'est la pire des erreurs. Donc attendons d'avoir le débat parlementaire qui soit terminé. Il sera terminé mardi prochain pour notre réunion de groupe, donc on prendra position à ce moment-là. Ce serait à peu près 50-50 Je ne sais pas de quel texte, oui, mais sur quel texte? Ben oui, le problème c'est ça. C'est que c'est totalement différent si on est sur le texte du 23 décembre, si on est sur l'actuel, si on est sur des amendements qui risqueraient d'être votés encore dans la semaine. Donc, on attend, on regarde comment se passe le débat et tout simplement de savoir déjà si le président de la République et le Premier ministre ont encore la capacité de rassembler au moins la majorité de leur propre camp. La démonstration semble ne pas être faite. Oui, mais pour le moment, c'est dans leur camp. Moi, je ne tiens pas la plume, hein. C'est eux qui tiennent la plume. Hein. Puisqu'on est là sur un vote à majorité simple. Et encore une fois, on n'en est pas au Congrès. Puisque le Congrès, c'est lorsque les deux chambres se sont mis d'accord, ont voté sur un texte conforme. Donc, il y a encore du temps. C'est la première fois que François Fillon prenait aussi ouvertement... Non. Il l'avait déjà fait. Oui, il l'avait déjà fait. Hein, c'est pas. Il a toujours été assez réservé là-dessus sur le fait de passer par la Constitution. Donc c'est pas. Sur un autre sujet, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Barthelone de nommer Véronique Quinson au Conseil constitutionnel? C'est sa responsabilité. Moi, j'ai aucune objection. C'est une juriste de grande qualité. Donc, mais bon, ça n'est pas à moi de soutenir ou de m'opposer. C'est la décision du président de l'Assemblée. Donc, mais bien sûr, aucune objection compte tenu des qualités de la personne. Sur la révision constitutionnelle, pourquoi vous dites on réduit le champ d'application de la déchéance de nationalité? Parce que si vous la limitez aux seuls crimes ou délits liés au terrorisme, ça veut dire par définition que les autres possibilités qui existent aujourd'hui dans le Code civil de déchéance de nationalité ne seraient plus possibles. Ou au moins, ce sera sujet à débat à nouveau. Ils l'élargissent par rapport à la version du texte en Conseil des ministres? Non, parce que alors, ça fait que si vous le limitez au seul cas de terrorisme, vous réduisez. Donc il faut le mettre, entre autres. Et l'autre point, c'est qu'à partir du moment où vous le renvoyez au juge judiciaire, vous rouvrez d'abord un droit à interprétation, c'est la décision du juge. Donc on n'est plus dans une décision de l'exécutif avec avis conforme du Conseil d'État. Et donc quand vous utilisez la voie judiciaire, vous réouvrez des possibilités de recours.
Donc le but, ça n'est pas qu'il y ait moins de possibilités de déchéance après le texte qu'avant. Donc c'est pour ça qu'il faudra qu'il y ait une réécriture totale au Sénat. Et donc réécriture totale au Sénat fait qu'on sera dans le débat avant de trouver un conforme. Et réécriture totale au Sénat, ça voudrait dire retour au texte initial? Il faudra voir avec les sénateurs. C'est pas à moi de m'engager pour le groupe du Sénat, mais je pense, oui. Mais c'est aux sénateurs de le dire, c'est pas à moi. Mais de toute façon, pour ce qui est des sénateurs républicains, je veux dire, il n'y aura pas d'accord sur le texte tel que le gouvernement l'envisage aujourd'hui. La crise agricole, vous envoyez un peu le bout du tunnel. Aujourd'hui, elle a été présentée à l'Élysée. Est-ce que vous diriez, comme le président du groupe UDI tout à l'heure, que le ministre de l'Agriculture, deux abonnés absents, il s'est demandé ce qu'il faisait? Vous m'avez entendu le dire X fois, hein, c'est pas la première fois que je vous le dirai sur Stéphane Le Foll. Hein. Non, le problème va au-delà de cela. Bon, il y a effectivement, on a depuis 3 ans un ministre de l'Agriculture à temps partiel ou de manière épisodique. Mais surtout, on a un président de la République et un Premier ministre totalement absents sur ces sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un vent de panique. Mais souvenez-vous, les vœux du président de la République, la crise agricole, elle ne date pas d'il y a 3 mois. Pas un mot sur l'agriculture. Est-ce que vous avez entendu déjà une fois Manuel Valls s'exprimer sur ces sujets? Jamais. Aujourd'hui, au-delà de ce qui relève de l'aspect législatif ou réglementaire, je pense notamment aux normes et au poids des charges, puisque autant nos agriculteurs ont fait des efforts de productivité qui font qu'on occupe encore les premiers rangs mondiaux en productivité. En revanche, on a un problème de compétitivité avec un poids des charges générées par les normes qu'on impose aux agriculteurs qui les mettent en difficulté. Et puis ensuite, la répartition de la valeur ajoutée. Mais comment se fait-il que le président de la République n'ait pas réuni, ou le Premier ministre n'ait pas encore réuni les patrons de la grande distribution, de l'industrie agroalimentaire et les producteurs? Il y a quand même un sujet du partage de la valeur ajoutée aujourd'hui. Et avec, dans la grande distribution, des entreprises qui ne sont pas délocalisables. Je veux dire, les gens ne vont pas aller faire leurs courses à Berlin, à Madrid, à Londres ou à Francfort. Ils les font dans un rayon de 15 km autour de leur lieu d'habitation. Donc là, on a un vrai sujet là-dessus. On en a un autre sur l'industrie agroalimentaire, sur la valeur ajoutée, où bien évidemment que l'industrie agroalimentaire est soumise aux aléas des marchés mondiaux et donc est obligée de se positionner dans une compétition internationale, mais il n'empêche qu'il n'y a pas d'exemple d'industrie agroalimentaire qui tienne dans la durée lorsqu'il n'y a plus d'activité de production. Donc si on tue les producteurs, eh bien il n'y aura plus d'industrie agroalimentaire en France. Et l'industrie agroalimentaire, c'est plus de 10 milliards d'excédents dans notre balance commerciale. Et d'avoir un président de la République et un Premier ministre qui ne se préoccupent à aucun moment de ces sujets, je trouve ça gravissime, choquant, au plus haut point. Alors, c'est sans doute, et je suis le premier à faire le reproche au ministre de l'Agriculture de ne pas être impliqué et imprégné dans ces sujets et de ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme auprès du Premier ministre et du Président de la République. Mais enfin, il y a quand même une vraie responsabilité du Président de la République. Jamais on a vu un président de la République avec autant de distance sur les sujets agricoles et s'en préoccuper aussi peu. Et le Premier ministre, là, je ne sais même pas s'il connaît le mot agriculture. Je n'ai jamais entendu le prononcer. J'ai une question concernant le séminaire qui réunit aujourd'hui les présidents de région avec le Premier ministre et le Président de la République. Le président de la région Rhône-Alpes, qui est membre républicain, refusé de s'y rendre. Non, je ne sais pas, il faut demander à Laurent. Sans doute qu'il n'y avait rien d'intéressant à cette réunion, j'imagine. Je ne sais pas, non, mais... Oui. Je ne sais pas, honnêtement, j'étais pas au courant qu'il y avait cette réunion, je n'en sais rien. Non, mais c'est vrai. Il faut poser la question à Laurent. Hein. Il a, à mon avis, il a une raison. Bah, je sais pas, ça c'est... Une réponse, en tout cas. Oui, voilà, j'en sais rien.